Alors bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier sur la formation. Je suis Lucie de Kerimel de la Maison de l'Emploi de Bordeaux et aujourd'hui, dans la première partie de la matinée, on accueille Julien Castan de Formaki qui va échanger avec nous autour du métier d'auxiliaire de vie et de la formation, et particulièrement de la formation ADVF. Donc, pour rappel, hier, on a eu un atelier autour des métiers, du médico-social et des services à la personne. On a eu des témoignages en fait, de professionnels en direct des structures. Donc, on a eu des témoignages d'une auxiliaire de vie, d'une aide-soignante, de deux aides-soignantes, d'une directrice et puis d'une animatrice. On a brossé vraiment les métiers du médico-social et des services à la personne. Et aujourd'hui, l'intérêt, c'était de se focaliser sur l'aspect formation, puisque ce qu'on a vu dans les témoignages hier, c'est que pas mal de personnes dans ce secteur arrivent, voilà, pas forcément avec une formation, une qualification, mais se forment au fur et à mesure, font de la VAE, etc. Donc, c'est intéressant aussi de voir comment on peut évoluer par l'intermédiaire de la formation. Donc, bonjour Julien. Bonjour à tout le monde. Bienvenue. Est-ce que du coup, vous pouvez vous présenter un petit peu et nous dire voilà, qui vous êtes et puis qu'est-ce que Formaki? Ok, ça marche. Donc bonjour à tous, je suis Julien Castan, je suis le directeur de Formaki, un jeune centre de formation à Bordeaux, on est à Bordeaux-Lac. Pour me présenter rapidement avant de présenter Formaki, moi ça fait 2 ans et demi que je suis à Formaki, mais avant Formaki, j'ai 15 ou 13 ans, je ne sais plus, de service à la personne. C'est-à-dire que je viens du terrain, mais j'ai été donc sur le terrain comme tout le monde. J'ai été ensuite au bureau sur des postes de cadre de service, etc. Je m'occupais soit pour des associations ou des entreprises en fonction des temps, du recrutement, du suivi des bénéficiaires, du suivi des salariés, etc. Donc, 13 années de SAP, service à la personne, on dit SAP, avant d'aller dans le monde de la formation professionnelle. Pourquoi la formation professionnelle? Je pense que mes confrères hier vous ont bien fait comprendre que la formation, c'est indispensable dans ce métier. C'est constitutif de ces métiers parce qu'on est sur des métiers du quotidien, sur de la maîtrise et de la technicité du quotidien, ce que vous faites, vous et moi, ce qu'on fait tous les jours à la maison. Mais sur le terrain, on a besoin de le faire de manière professionnelle. Et ce côté professionnel peut être amené par la formation. Donc, Formaki, qu'est-ce que c'est? Formaki, c'est un centre de formation qui a été créé il y a 3 ans par les employeurs. Il y a 3 ans, je voulais créer mon entreprise, je voulais être mon propre patron. Et lorsque j'en ai parlé autour de moi, aux employeurs avec qui je travaille, le service à la personne, l'aide à la personne, c'est un petit monde, tout le monde se connaît. Et quand j'ai commencé à dire, voilà, je vais créer mon entreprise, ils m'ont tous demandé de créer un centre de formation parce qu'aujourd'hui, il y avait vraiment besoin d'accompagner la montée en compétences des gens, alors soit qui travaillent déjà dans le secteur, donc les salariés, soit d'accompagner dans ce secteur des gens qui voulaient y rentrer, comme peut-être vous plus tard. Donc, Formaki est né de cette volonté-là, la volonté des employeurs d'avoir des gens formés pour travailler avec eux. Donc, voilà, ça a été le fil rouge de Formaki depuis 2-3 ans. Tout ce que nous, on met en place ici, c'est pour l'emploi, c'est pour le terrain, c'est pour le service à la personne. Quand on forme, on ne pense qu'à une seule chose, c'est aux bénéficiaires, c'est-à-dire à la personne âgée ou à la personne handicapée chez qui va intervenir la personne. Voilà, on veut vraiment que cette personne soit bien prise en charge. Donc, pour être bien prise en charge, il faut bien être formé. Donc, voilà un peu pour Formaki. Du coup, Julien, de quel métier on parle à Formaki? Vous vous formez pour Alors, quel euh, métier? à Formaki, on forme sur plusieurs métiers. On forme sur la garde d'enfants via le CAP Petite Enfance ou un module spécifique garde d'enfants dans une formation dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, garde d'enfants à domicile. Ça peut être en crèche aussi, mais on est plutôt orienté domicile. On parle aussi du métier d'aide ménager. Là, la formation est plus courte, mais c'est aussi quelque chose qui peut être envisagé sur de la formation et de l'emploi derrière. On parle aussi de l'auxiliaire de vie. Alors, l'auxiliaire de vie, c'est un métier qui n'existe plus. On appelle aujourd'hui ça des assistants de vie, exactement. Donc, peut-être que mes confrères vous en ont parlé hier. Bon, assistant, auxiliaire, c'est la même chose. Hein. C'est juste que voilà, ça a changé de nom, je crois, quelle année. Donc, on forme aussi à l'assistant de vie. Donc, ça, c'est les métiers qu'on vous a certainement dit hier. Donc, aide ménager, c'est tout ce qui est entretien et prise en main de la maison de quelqu'un qui paye une prestation de confort. Garde d'enfants, mais c'est garder les enfants à domicile ou en crèche.
Et auxiliaire de vie, c'est assister les gens dans leur quotidien et ce sont des personnes fragilisées ou en perte d'autonomie. Voilà. On est sur ces trois actions. On a une quatrième action, on forme aussi les responsables. Ce qu'on appelle dans ce métier-là des responsables de secteur. Ce sont les managers, en fait, ce sont ceux qui gèrent les auxiliaires de vie. On les forme aussi, d'ailleurs, j'ai le groupe qui est avec nous aujourd'hui. Voilà, nous, on forme là-dessus. On est sur ces quatre types de professionnels. On en a parlé du responsable de secteur hier, puisqu'on disait que c'était l'interlocuteur privilégié. En fait, des auxiliaires de vie dans leur quotidien, en fait, elles sont en lien perpétuel avec leur responsable de secteur qui fait les plannings, qui organise les interventions chez les bénéficiaires, etc. Donc, on l'a évoqué, oui. Exactement. Donc voilà, nous on forme là-dessus sur Formaki. L'intérêt en fait, c'est que lorsque un employeur a un besoin, c'est qu'une Formaki puisse y répondre. On ne fait que du service à la personne, on ne fait rien d'autre, on ne fait pas de commerce, on ne fait pas de vente, non, on fait que du service à la personne. Et l'intérêt, c'est que voilà, c'est d'avoir une solution unique, en fait, une réponse unique. Donc on est là-dessus, nous, sur Formaki. Alors, est-ce que je parle un peu de la formation? Oui. Alors, je vais vous présenter la formation ADVF. C'est un titre professionnel. Un titre professionnel. Alors, qu'est-ce qu'un titre professionnel déjà? Nous, on connaît le CAP, le bac, le BEP, on connaît ça ici. Eh bien, en France, les employeurs, l'État, parfois se disent, dans mes métiers, il y a de la formation de l'éducation nationale, il y a un bac, il y a un CAP, etc. Mais ça ne correspond pas vraiment à quoi j'ai besoin sur le terrain. Ou alors le contenu de la formation n'est pas en accord avec ce qui se passe sur le terrain, ce qui arrive assez souvent. Dans ce cas-là, les employeurs, les centres de formation, l'État ont le droit, peuvent créer leur propre diplôme qui est reconnu par l'État. Ça s'appelle un titre professionnel. Donc la différence entre un titre professionnel et un diplôme d'État, c'est que l'un, c'est l'éducation nationale, c'est donc pour vos enfants, pour nos jeunes. Et le second, le titre professionnel, ça a été créé par les secteurs d'emploi, par les employeurs, par les fédérations, etc. Et il dirige vers le secteur d'emploi. Et ça, c'est plutôt orienté pour les adultes, pour les personnes qui ont quitté l'école et qui y reviennent pour se réorienter, pour apprendre un métier, etc. Donc, un titre professionnel, diplôme d'État, titre professionnel, on est sur les mêmes objectifs, de toute façon. Donc là, c'est un titre professionnel d'assistant de vie aux familles. Donc, ce sont des employeurs qui ont créé ce diplôme parce qu'il répond parfaitement à ce dont ils ont besoin. C'est une formation dont on dit qu'elle colle parfaitement aux besoins du terrain. Quand on est en formation d'assistante de vie, vous voyez, même moi je fais encore le bug, d'assistante de vie, on voit plein de choses. Alors je vais vous le détailler tout à l'heure. Et en fait, toutes les compétences qu'on voit, du coup, ça couvre tout le métier d'assistant de vie, qui est un métier qui est très polycompétent. C'est-à-dire qu'on y fait plein de choses. Là, je suppose que mes collègues, quand ils vous ont parlé du métier, ça aurait pu durer 3 heures, tellement il y a de choses à dire sur ce métier. Alors, on a parlé pas mal hier de la... Comme je vous l'ai dit, ouais. Ah pardon, je viens. On a parlé justement de la polyvalence dans ces métiers, puisque vous voyez que d'un bénéficiaire à un autre, les compétences demandées, enfin les tâches à effectuer étaient sensiblement différentes et que du coup, c'était un métier qui nécessitait pas mal de polyvalence, effectivement. Alors, je dirais avant de voir le contenu de la formation, des attentes des employeurs. Ouais, voilà. Ouais, justement, j'allais justement en parler là-dessus. Pourquoi est-ce que cette formation colle parfaitement aux besoins du terrain? Parce que justement, elle répond aux attentes des employeurs. Aujourd'hui, les employeurs, ils veulent quoi? Ils veulent des gens qui vont sur le terrain, qui soient fiables, de confiance. Fiable, c'est simple, c'est quelqu'un qui se lève le matin. Si le matin, on doit aller faire un petit déjeuner à Madame Bertrand à 8 heures parce qu'elle est diabétique, je ne peux pas soit ne pas y aller, soit y aller à 8h30. Il faut qu'il soit à 8h. C'est important. Si l'horaire, c'est 8h, il y a une importance. Donc ça, c'est la fiabilité. La confiance, c'est pareil. On va vous confier des clés. On va vous confier les clés de domicile. C'est-à-dire que vous allez avoir sur vous les clés des gens, des appartements ou des maisons, des gens qui sont en fragilité. Donc, c'est quand même voilà, on vous fait hyper confiance, quoi. Si vous voulez le soir aller visiter la maison, rien ne vous en interdit, quoi. Donc, aujourd'hui, on a besoin de ça. Fiabilité, confiance et qualité professionnelle. Donc ça, je suis certain que mes collègues vous en ont parlé hier. Je vous ai parlé d'honnêteté, je vous ai parlé de ponctualité. C'est aussi de bon sens. C'est aussi de la responsabilité. C'est aussi avoir la tête sur les épaules. Aujourd'hui, on recherche des gens, en fait, qui sont bien dans le service. C'est un métier de service, on rend service à l'autre. Et c'est aujourd'hui, c'est ça que recherchent les employeurs.
Que vous sachiez ou pas faire la cuisine, ce n'est pas grave. Que vous sachiez ou pas repasser, on s'en fout. L'important, c'est vous, en fait. Ce sont les qualités que vous allez mettre dans le métier. Et donc, du coup, les employeurs, c'est cette qualité-là qu'ils recherchent. La formation n'est pas indispensable pour eux. En revanche, ils sont obligés par l'État d'avoir des gens formés pour faire le métier. Donc, c'est ce qui est intéressant dans ce métier, c'est que les employeurs, ils peuvent recruter des gens non formés et se dire, OK, elle me plaît parce qu'elle a un bon savoir-être, donc je vais l'embaucher parce qu'elle a un bon savoir-être. Par contre, je vais aller la former parce que du coup, je suis obligé qu'elle soit formée. Mais du coup, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la formation, elle est constitutive du métier puisque en fait, elle peut venir avec l'embauche. Donc aujourd'hui, les employeurs, ils sont en attente de ça. Concernant la formation, ce qu'ils veulent, c'est surtout avoir des gens qui puissent être formés sur les pathologies, Alzheimer, Parkinson, pour que vous ne soyez pas surprise sur le terrain. Donc hier, vous discutiez que c'était un métier qui demandait beaucoup de polyvalence parce que le matin, vous étiez chez quelqu'un Alzheimer, l'après-midi, Parkinson, le lendemain, une personne handicapée. Et c'est vrai que ça demande beaucoup d'adaptation, de se mettre dans le jeu de rôle en fait, de l'auxiliaire de vie, de l'assistant de vie, pardon. Et en fait, la formation vous apprend tout ça. C'est pour ça que cette formation est appréciée en fait. Parce que cette formation, elle est pratico-pratique. C'est-à-dire qu'on apprend le métier, on n'est pas sur des maths, on n'est pas sur du français, on n'est pas sur de l'anglais, pas du tout. On est vraiment sur moi en tant que professionnel, qu'est-ce que je vais rencontrer sur le terrain, quelle situation je vais avoir face à moi et comment je dois réagir. Et c'est pour ça que cette formation, elle plaît beaucoup aux employeurs, parce que les employeurs, c'est ce qu'ils recherchent. Ils cherchent des gens qui savent réagir aux situations de manière professionnelle. Voilà. C'est pour ça vraiment que les employeurs sont fans de cette formation. Et du coup, pour les participants, alors on a bien compris que les employeurs étaient partie prenante dans la formation et avaient contribué vraiment à la construire. Pour les participants, quels sont les points positifs qui sont dans cette formation? Et peut-être aussi, Julien, les points de vigilance, c'est-à-dire les points à valider pour les participants avant de commencer cette formation. Ce sur quoi il faut être. Alors, comment et pourquoi rentrer dans cette formation? Alors, en termes de prérequis, alors ce que je vais vous dire tient pour Formaki. Attention. Pour mes confrères, les autres centres de formation, je ne sais pas. Je pense que là, Lucie, on aura peut-être besoin des lumières de la Maison de l'Emploi. Alors, pour la formation, nous, notre philosophie, c'est qu'on donne notre chance à tout le monde. En revanche, quand quelqu'un rentre en formation, c'est ensuite à lui de faire ses preuves. Donc, il n'y a pas de test, il n'y a pas de prérequis, tout ça, on s'en fout. Il n'y a pas des tests d'entrée, tout ça. Nous, on vous accueille avec plaisir en formation. En revanche, ça va être à vous de prouver votre sérieux pour la formation pour aller en emploi. Vous voyez, c'est un peu différent. Quels sont les points de vigilance? Eh bien, avant de s'inscrire sur n'importe quelle formation, d'ailleurs, il faut qu'on s'assure que le métier nous plaise. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'engager, on ne va pas engager de l'énergie et du temps dans une formation, prendre la place de quelqu'un d'autre en formation, puis on n'est pas sûr que le métier au bout nous plaise. Donc, c'est intéressant quand même, avant de venir en formation, de savoir de quoi on parle. Hier, vous avez rencontré des professionnels, c'est hyper intéressant. Ils vous ont donné leur quotidien professionnel. Donc, vous, en tant que futur professionnel, vous allez vous dire, OK, est-ce que ça me plaît et est-ce que je me sens de faire ça au quotidien? Vous voyez, si vous avez répondu à cette question par oui, déjà, la formation, c'est pas mal. Donc, première vraiment chose à faire, c'est s'assurer que le métier qui est derrière vous convienne. Donc ça, il n'y a pas 45 solutions. Hein. On va voir des professionnels, on leur pose des questions. S'il faut, on fait un stage sur le terrain. Voilà, on teste. On ne prend pas les infos sur Facebook, on ne va pas sur Wikipédia, ça ne sert à rien du tout. C'est un métier qui est tellement particulier que si vous ne le vivez pas, vous ne saurez pas. Donc, il faut vraiment vous renseigner à la source. Et se renseigner à la source, ce sont les professionnels ou le terrain. Donc, voilà, pour moi, ça, c'est la première importance dans ce monde-là, dans cette formation-là. La seconde, c'est savoir ce que vous allez pouvoir proposer. Vous allez vous former, les formations, c'est de 9h à 17h, etc., aucun souci. Mais derrière la formation, l'objectif, c'est de travailler. Quand vous allez aller travailler, vous allez avoir un horaire. Hier, les filles, je vais vous dire. Les intervenants, les professionnels que vous avez eus hier, vous ont certainement parlé d'horaires décalés, de travail le week-end, etc. Alors oui, c'est le cas. Hein, quand une personne est dépendante, elle est dépendante toute sa vie. Hein, elle n'est pas dépendante que de 9h à 17h. Donc, elle est dépendante le soir, le matin et le week-end. Donc, on peut intervenir le matin, midi, soir, etc. Mais vous, en tant que personne, en tant qu'individu, vous avez peut-être des activités, vous avez peut-être des indisponibilités. Donc, en plus de se renseigner sur le métier,
Pour moi, l'autre point à travailler avant de rentrer dans le concret de la formation et du métier, c'est de dire, OK, moi, en tant que personne, qu'est-ce que je peux donner? Est-ce que je peux faire 8h, 20h tous les jours? Est-ce que je peux faire le week-end, etc. Et en fait, ça, c'est des choses que qui doivent être au clair pour vous, parce que quand vous allez rencontrer un employeur, il va vous poser ces questions-là. Madame, vous pouvez travailler de quelle heure à quelle heure, etc. Nous, ici, on recrute 2-3 personnes par semaine pour les employeurs. On pose souvent ces questions-là. Quelles sont vos disponibilités? Quand est-ce que vous ne pouvez pas travailler, etc. C'est pas grave si vous ne pouvez pas travailler le soir et tout ça. On a un atelier demain qui est consacré à parler justement de cette conciliation entre la vie pro et la vie personnelle, puisqu'on sait, on l'a vu hier avec les professionnels, que ce sont des métiers sur lesquels les contraintes horaires, vous le disiez très bien, le travail la semaine, le week-end, en décalé, potentiellement du travail de nuit, ce sont des contraintes importantes. Et du coup, c'est vrai que ce sont des prérequis, enfin des choses à valider en fait, avant Dans l'aide à domicile, il y a assez peu de nuits parce que ça coûte cher en fait et du coup les gens, bizarrement, ils ont pas besoin d'aide la nuit. Mais en effet, c'est important et pour justement, je vais pas trop spoiler l'atelier de demain matin, mais aujourd'hui dans ces métiers-là, on peut avoir des horaires un peu à la carte. C'est-à-dire que si le mercredi après-midi vous avez vos enfants ou si le jeudi soir vous avez du karaté, le jeudi soir vous ne travaillerez pas et le mercredi après-midi non plus en fait. En revanche, il faut le dire aux employeurs. Si vous ne le dites pas aux employeurs, voilà, donc c'est ça que je vous disais aussi, la confiance, etc. avec l'employeur. L'employeur, vous inquiétez pas, il sait gérer. Si vous n'êtes pas disponible le vendredi, parce que le vendredi, c'est votre journée yoga, il saura vous faire travailler lundi, mardi, mercredi et jeudi, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est très important. Il ne faut pas avoir peur d'en parler à l'employeur. Dans ces métiers-là, ils ont l'habitude. Voilà, ils ont l'habitude, ils savent le gérer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils attendent en fait de vous, de savoir quand est-ce qu'ils peuvent vous faire travailler sans souci. Julien, est-ce qu'on peut revenir juste sur les prérequis? Les prérequis. On l'a évoqué hier. Il y a eu une question de savoir si c'était nécessaire de savoir lire et écrire en français. Je pense que c'est un point important parce qu'on en a parlé hier sur la transmission, etc., les cahiers de transmission. Quel est votre avis là-dessus? Mon avis? Alors, j'ai 2 avis dessus et ils sont contradictoires et c'est un peu mon problème à Formaki. Je vais vous donner l'avis de l'expert du terrain. Pour moi, sur ce métier-là, la lecture et l'écriture n'est pas indispensable sur ces métiers-là, dès lors qu'on sait compenser. C'est-à-dire que si ça ne nous empêche pas de travailler, si ça ne nous empêche pas de nous lever le matin pour être à l'heure, ce n'est pas un problème. Pas un problème parce que la communication, ça peut passer par l'oral et ça peut passer par d'autres astuces sur le terrain que l'écrit. Par exemple, moi, dans ma structure, j'avais mis en place des formes de tableaux. Des formes de tableaux en fait où il suffisait de cocher et c'était hyper facile parce que j'avais 2-3 collègues qui malheureusement n'avaient pas eu de chance à l'école et qui étaient en difficulté. Donc voilà, ça c'est mon avis d'expert terrain. Maintenant, l'avis du directeur du centre de formation. Quand on prépare une formation, on prépare un examen au bout. Il y a forcément un temps à la fin où vous allez être en examen face à un jury pour obtenir le diplôme. Quelqu'un qui a des difficultés à lire et à écrire, c'est quelqu'un qui aura des difficultés à avoir l'examen. Alors attention, je ne dis pas que c'est quelqu'un qui ne va pas réussir sa formation et ne pas aller travailler après. Réussir une formation, ce n'est pas avoir un diplôme. Réussir sa formation, c'est être en formation, être active et avoir envie. C'est ça, réussir sa formation. Réussir sa formation, c'est avoir des stages qui se passent bien à tel point que l'employeur m'appelle derrière en disant « Julien, je la veux, je veux l'embaucher. » C'est ça, réussir sa formation. Mais malheureusement, en formation en France, il y a toujours ce passage du diplôme obligé. Et là, c'est vrai que ça peut être plus compliqué. On a actuellement, là, aujourd'hui, on a un groupe de migrants, des personnes qui ne sont pas françaises, qui sont arrivées en France il y a peu de temps et qui sont en train de se former et qui passent l'examen à la fin du mois d'octobre. Je ne vous cache pas qu'on est très inquiets parce que justement, ils ont pas la maîtrise du français écrit et oral. Ils comprennent quand on parle, ils écrivent très mal et ils ont souvent besoin qu'on répète. Donc, c'est des gens sur le terrain, ça se passe bien, ce sont des bons professionnels. Ils ont fait 6 semaines de stage qui se sont super bien passées. Ils sont 10, sur les 10, j'en ai déjà 4 qui travaillent avant la fin de formation. Mais à l'examen, ça va bloquer. Donc, moi, ce que je dis aux gens et ce que je dis à mon équipe de formatrices, et à chaque fois je me fais engueuler par mes formatrices, c'est il faut y aller. Si on a quelqu'un qui a envie de bosser, il faut y aller. Parce qu'on a tellement besoin sur ce métier qu'il ne faut pas se bloquer vis-à-vis de ça. Mais ça met en difficulté quand même les gens. Donc voilà, disons qu'une formation où à côté on pourrait avoir un appui en français, ça peut être pas mal. D'accord.
Donc, un avis mitigé, c'est-à-dire c'est faisable, ça peut être plus difficile pour un examen et peut-être besoin d'un accompagnement à côté, un complément pour la maîtrise de la langue. Nous, on le fait le mardi, du coup, à Formaki. On a créé les mardis après-midi de la communication. En fait, c'est des cours en très, très petit nombre. Je crois que c'est Evelyne, notre formatrice, qui fait ça. Je crois qu'elle a 3 inscrits de mémoire. Vous voyez, on est tout petit. Et l'objectif, c'est d'être plus à l'aise dans la maîtrise de l'oral, de l'oral et de l'écrit français, dans la maîtrise de tout ça. Et ça fonctionne plutôt bien. Mais c'est vraiment pour des gens qui ont quand même une première notion, etc. S'il y a un vrai souci sur la lecture et du français, on ne peut pas. Est-ce que, Julien, vous pouvez nous parler un petit peu des contenus par exemple, qu'est-ce que vous abordez en formation et peut-être le rapport entre la théorie et la pratique, c'est-à-dire voilà, ce qui est de la théorie et après, comment vous pratiquez aussi en formation? Alors, la formation. La formation, elle a 3 modules. Ça s'appelle des CCP. Donc, on a le CCP 1, 2 et 3. Le premier CCP, c'est tout ce qui concerne le ménage. Hier, vous en avez entendu parler, une assistante de vie, donc auxiliaire de vie, c'est quelqu'un qui est responsable et référente du confort de la personne. Je suis une personne âgée et j'ai vécu 60 ans chez moi dans un environnement propre. Si ce n'est pas propre chez moi, je ne vais pas me sentir bien. Je suis un professionnel qui vient aider cette personne-là. Si je ne comprends pas ça, c'est que j'ai un défaut dans mon professionnalisme. Donc, on forme d'abord à ça, parce qu'on ne fait pas le ménage chez les autres comme on le fait à la maison. Donc, on forme, il y a des protocoles, etc. Donc, la première, c'est ça. Le premier module, il est vraiment sur la maîtrise de l'environnement de la personne, de son domicile. Il y a aussi sur qu'est-ce que c'est que l'intimité, parce qu'on intervient chez les gens, c'est chez eux. On fait aussi la sécurité avec un certificat qui s'appelle APS-ASD, qui est un certificat plus sur la sécurité au travail. Le second module, c'est le plus important, c'est celui que tout le monde apprécie, c'est celui de l'auxiliaire de vie, de l'assistante de vie. C'est là où on voit toutes les pathologies. Donc, Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, maladie de Charcot, l'autisme, on voit plein de choses. On voit donc le public, personnes âgées, personnes en situation de handicap et personnes en situation de handicap psy. On voit tout ça dans ce module-là. Alors attention, ce n'est pas parce qu'en formation, vous êtes formé par exemple sur la schizophrénie que sur le terrain, en emploi, vous allez avoir des schizophrènes. Encore une fois, c'est vous qui décidez. En formation, c'est dedans, mais vous, une fois sur le terrain, c'est vous qui dites à votre employeur je veux ou je ne veux pas. Moi, j'ai des personnes qui me disent ah ben moi, je préfère les personnes âgées, les personnes handicapées, j'ai un peu peur. Ok, pas de problème, tu fais de la personne âgée, aucun souci. Par contre, tu te formes sur la personne handicapée parce que c'est dans la formation. Et dans le troisième module, c'est la petite enfance. Donc, c'est comment est-ce que je garde un enfant à domicile. C'est un tout petit module, celui-là. Mais il est là, voilà. Donc, on a 3 modules. Alors, nous, à Formaki, on les a un peu accentués, on les a un peu renforcés. On y a mis du handicap, on y a mis le secourisme, on y met un peu de français, on y met du numérique aussi. Aujourd'hui, les personnes âgées, il faut les aider avec le téléphone, avec le portable, l'ordinateur et Internet, en fait. Donc, on apprend ça en formation. On met aussi de la mobilité. C'est-à-dire que si vous déplacez en voiture ou en tram, il faut être à l'aise avec les déplacements à Bordeaux. Pour le travail, encore une fois, on n'a pas le droit d'arriver en retard chez les gens. Et surtout pas à cause du tram ou surtout pas à cause de la voiture. Donc, tout ça, ça s'anticipe, en fait. Donc, on voit tout ça en formation. Voilà, donc ce sont les 3 modules de la formation. Vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis du décalage entre le terrain et la pratique. Dans toutes les formations en France, il y a toujours un décalage entre ce que j'apprends et ce que je mets en place sur le terrain. Alors, dans la DVF, il n'y en a pas trop. Il y en a une sur le premier module. Rappelez-vous, c'est le module de l'entretien du cadre de vie, de la maison, l'entretien de la maison. Nous, on va voir les protocoles. Alors, nettoyer le sol, par exemple, chez quelqu'un, il faut. Alors là, tenez-vous bien. Passer l'aspirateur. D'abord, il faut faire la poussière de haut en bas. Il faut ensuite passer l'aspirateur. Il faut déterger le sol. Donc, déterger le sol, c'est-à-dire que je passe la serpillière une première fois. Je dois sécher la serpillière, c'est-à-dire que je dois passer avec une serviette. Et après, je dois passer un désinfectant, vinaigre blanc ou javel. Donc, je passe ce produit en plus et après, je désinfecte. Alors, s'il y en a une de vous qui fait ça à la maison, c'est une folle. Hein. À la maison, on fait quoi? On prend la serpillière, et hop, c'est fait et puis c'est terminé. Et chez les gens, on fait pareil. Mais à l'examen, on va vous demander de déterger,
désinfecter. Et c'est encore pire si vous êtes dans la salle de bain, il faut détartrer avant. Donc, vous voyez, c'est la seule différence que vous avez avec le terrain, en fait. Tout le reste, il n'y a normalement pas de différence parce que ce diplôme, il a été créé par les employeurs. Rappelez-vous, je vous en ai parlé au début. Donc, les employeurs, ils savent ce qu'ils veulent sur le terrain. Donc, le diplôme qu'ils ont créé, c'est le leur. Donc, la seule différence, elle est là. Elle est vraiment sur le côté entretien du cadre de vie, sur les procédures qu'il faut mettre pour nettoyer la maison. Mais rassurez-vous, on a une astuce à Formaki pour que vous n'ayez pas de problème à l'examen avec ça. Alors, notre astuce, c'est quoi? Eh bien, c'est que tous les soirs, on s'entraîne à faire le protocole, tout simplement. Oui, j'allais vous demander, est-ce que vous faites de la mise en pratique pendant la formation Alors oui, la mise en pratique, elle est essentielle, c'est ce qui vous permet d'apprendre. La différence entre un titre professionnel et le bac ou le CAP, c'est que le bac ou le CAP, je suis devant le professeur et j'écris. Là, ce n'est pas le cas. Alors bien sûr qu'il y a des prises de notes, etc. Mais là, l'intérêt, c'est de se mettre en jeu, c'est de jouer le rôle d'eux. Alors qu'on soit timide, pas timide, c'est pareil, ne vous inquiétez pas. L'objectif, c'est de tester en centre de formation. Donc là, vous ne le voyez pas autour de moi, mais à l'étage, j'ai un appartement. J'ai un appartement qui est comme l'appartement d'une personne âgée. Et j'ai un mannequin qui fait la personne âgée. Et en fait, on va s'entraîner sur l'appartement pour faire le ménage, pour faire le repas, pour changer. Vous savez qu'une auxiliaire de vie, elle peut faire l'aide à la toilette, elle peut changer, habiller, etc. les jambes, et on s'entraîne dessus en fait. Vous ne serez pas une bonne professionnelle si vous ne maîtrisez pas le geste technique. Et le geste, ça s'apprend en formation en fait. Donc oui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratique. Il y a un peu d'écrit, il y a de la communication, mais il y a aussi de la pratique. En effet, oui. Je rebondis sur une question qui a été posée dans le chat parce que c'est vrai que depuis le début, on parle de l'auxiliaire de vie souvent au féminin. Est-ce qu'il y a des hommes dans vos formations et est-ce que ça évolue un petit peu? Alors, moi, jusqu'à preuve du contraire, alors, parfois je me pose des questions quand même, mais je suis un homme. Oui, par exemple, nous, dans toutes nos formations, on a toujours un ou deux mecs. Moi, quand j'étais salarié, dans l'association, alors j'ai fait 6 ans dans une association et 7 ans pardon, dans une asso et 7 ans dans une entreprise. Dans l'association, j'avais 3 garçons. Alors, je parle d'assistants de vie, je ne parle pas des jardiniers, etc. J'avais 3 assistants de vie garçons et dans l'entreprise, j'en avais plus. Je devais avoir 10%. Donc, j'avais une entreprise de 120 salariés. Ouais, j'en avais 11-12 et qui y sont d'ailleurs toujours aujourd'hui. Donc oui, bien sûr qu'il y a des garçons. Quand on est garçon dans ce métier, c'est une force et une faiblesse à la fois. Alors pourquoi la faiblesse? C'est parce que les personnes âgées, les personnes handicapées, ils sont habitués à voir venir une femme. Donc quand ils voient venir un mec, ils se disent c'est quoi ce bordel quoi. Donc ça veut dire qu'il faut un peu plus de travail pour se faire accepter par le bénéficiaire, par la personne chez qui j'interviens. La force, par contre, d'un homme, c'est que quand il est accepté, c'est beaucoup plus facile pour lui d'intervenir parce que l'homme, on sait qu'il va être assez fort pour nous porter. Voilà. C'est des préjugés qu'ont les gens, mais c'est des préjugés qui peuvent nous aider de temps en temps. Donc voilà. Moi, je peux vous raconter par exemple l'histoire de Fahad. Fahad, c'était un garçon que j'ai embauché, bon, ça fait un petit bout de temps maintenant, parce que je l'avais embauché en 2014, je crois, ou 2015. Fahad, il avait tous les problèmes de la terre pour ce métier-là. C'était un mec. Il était jeune. Et en plus, il était noir. Alors là, il avait tous les défauts que les gens veulent, que nos bénéficiaires. Et bien, il n'empêche que ce garçon, quand je le mettais quelque part, au début, il disait ah mais non, je ne le veux pas à la maison, etc. Je dis oui, allez faire le repas. On s'en fiche de ce que disaient les gens. Et bien, à chaque fois, les bénéficiaires, les personnes âgées handicapées, m'appelaient le soir pour me dire ce garçon, il est bien, je veux le garder. J'ai la même histoire avec Angelo. Angelo, c'était alors il était tout petit, Angelo, il avait 18 ans, c'était un jeune portugais qui parlait pas très bien français d'ailleurs et qui avait raté sa formation à cause de ça d'ailleurs. Ça m'a pas empêché de le recruter, vous voyez comme quoi le diplôme n'est pas forcément… il faut être formé mais pas forcément être diplômé. Donc je l'avais embauché Angelo et Angelo il était hyper mignon quoi. En fait, c'est-à-dire qu'on pouvait que tomber amoureux de lui quand il parlait et c'est vrai que quand une personne âgée, une mamie, le recevait à la maison, ça passait directement. Et ça, on le voit assez peu en fait avec les femmes. Avec les femmes, elles ont quand même besoin de montrer qu'elles sont professionnelles. L'homme, au début, ça va bloquer parce que c'est un homme, mais une fois que cette barrière passe, ça va mieux. Angelo, par exemple, c'était un cuistot, mais horrible. Le mec, il était capable de vous faire cramer la cuisine, quoi.
ça allait en fait, à chaque fois, les bénéficiaires le voulaient pour faire le repas en fait. Vous voyez? Donc oui, il y a des hommes dans ce métier, il faut les hommes, on en attend et vous êtes vraiment les bienvenus. Je vois Donc, il aussi quelles sont faut… les évolutions possibles. Alors, pas pour les hommes, hein, je suppose que c'est pour les hommes et les femmes. Euh, alors, ça dépend. Ça dépend. Donc, il y a trois grosses branches dans l'aide à domicile. Il y a trois grandes. Si c'était un arbre, il y aurait trois branches. Le premier, c'est tout ce qui est service à la personne. Donc, c'est le ménage, le jardinage, etc. La seconde, c'est l'accompagnement. C'est l'assistant de vie, c'est l'auxiliaire de vie. C'est moi, je vais aider les personnes les plus fragiles au domicile. La troisième, c'est le soin. C'est l'aide-soignant, c'est l'infirmier, etc. Donc, déjà, en évolution, on peut faire une de ces trois branches. Moi, j'ai beaucoup, par exemple, d'assistantes de vie qui vont se former après pour être aide-soignante ou pour être infirmier ou éducatrice aussi, j'ai eu de temps en temps. Donc, elle part sur le social. Donc, ça, c'est une évolution possible. Autre évolution qui est naturelle aussi, c'est de passer dans le bureau. C'est-à-dire, je fais du terrain et quand j'ai une place qui se libère au bureau, ben, hop, je me forme pour être responsable de secteur. Par exemple, mon ancien employeur, avec qui je travaille à Formaki. Donc moi, vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, je forme des responsables secteurs. J'ai une formation tous les ans pour les responsables secteurs et c'est de janvier à janvier. Et là, sur la session que j'accueille en janvier, eh bien, j'ai deux de mes anciennes salariés qui étaient auxiliaires de vie et qui montent au bureau pour gérer des plannings. Donc voilà, ça c'est une évolution possible. Est-ce que les évolutions sont faciles? Oui. Est-ce qu'elles sont pour tout le monde? Non, par contre. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire ses preuves. Julien, du coup, depuis tout à l'heure, vous nous parlez un peu de personnes qui n'ont pas forcément eu leur diplôme, qui ont été recrutées. Est-ce que vous pouvez nous parler des opportunités de recrutement, c'est-à-dire Oui. Après la formation ou en cours de formation? Quel lien vous avez avec les entreprises, avec les employeurs et quelles sont les opportunités? C'est très spécifique de Formaki. Donc, comme vous l'avez compris en début de présentation, Formaki, moi, j'ai été créé par des employeurs. C'est-à-dire que je ne bosse que pour des employeurs. Formaki est clairement un centre de formation pro-employeur. Si vous rentrez à Formaki, il y a forcément un employeur, soit qui vous attend, soit qui bosse déjà avec vous en alternance. Donc, nous, on n'a aucune difficulté à mettre en emploi. Hein. Aujourd'hui, quelqu'un qui doit travailler, il travaille dans ce métier-là parce qu'il y a du besoin. Nous, on a des relations très franches avec l'employeur. Le Formaki, c'est un SaaS. Comme vous avez dit, on donne notre chance à tout le monde. En revanche, c'est aux personnes de faire leurs preuves. Et faire leurs preuves, ce n'est pas avoir les meilleures notes en cours. Ce n'est pas être le meilleur stagiaire de la formation. Faire ses preuves, c'est arriver à l'heure le matin, avoir le sourire et avoir envie de travailler. C'est tout. Si vous avez ça, que vous ayez ou pas le diplôme, que vous réussissiez ou pas l'examen, moi, je peux vous assurer que vous aurez du travail, quoi qu'il en soit. Alors, il faut quand même être diplômé, parce qu'on est sur un métier en fait qui est conditionné par le département, etc. Et le département, il dit aux employeurs, vous devez avoir des gens formés. Donc, il va falloir que vous l'ayez un jour, le diplôme. Mais pas de souci pour le diplôme. Si vous le ratez une fois, moi, je vous représente. Et je vous représente gratuitement. C'est-à-dire que vous ne repayez pas pour passer, enfin, vous ne payez pas pour passer la formation. D'ailleurs, cette formation, elle est gratuite. Hein. Si vous avez un de mes confrères qui vous propose de payer, il faut fuir. Hein. Donc voilà. Alors attention, encore une fois, aux personnes qui ont fait leurs preuves. Moi, je veux vraiment que vous sachiez que ça tient qu'à vous, en fait. Ce métier-là, on ne le réussit que si on a envie de le réussir. Si vous êtes sérieux, fiable et de confiance, vous irez là où vous souhaitez dans ce métier, quel que soit votre niveau de départ, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des contrats en alternance ou quel type de contrat Alors, les contrats, dans ce métier, on a un peu de tout. Donc, je rentre en formation. Si je rentre en formation, je signe soit un contrat pro, soit un contrat d'apprentissage. Quel que soit votre âge, vous pouvez faire de l'alternance. Moi, dans mes cours en alternance, j'ai du 18 ans et j'ai même du 62 ans, c'est pour vous dire. Donc, entre 18 et 62, ça laisse de la marge. Donc, quel que soit votre âge, vous pouvez faire de l'alternance. L'alternance, c'est quoi? C'est j'ai un contrat de travail avec un employeur que moi, je trouve en fonction de là où vous habitez et de chez qui vous souhaitez intervenir, personne âgée, etc. Donc, j'ai un contrat de travail avec cet employeur et l'employeur me paye la formation et me paye pour venir en formation. Il y a une journée de cours par semaine, vous êtes payé pour venir en formation et c'est l'employeur qui vous paye la formation. Encore une fois, la formation est gratuite pour vous. Ça, voilà, il y a ça, c'est la majorité. Généralement, ce sont des contrats en CDI, c'est-à-dire que vous signez dès le début un CDI, mais dans votre CDI, au début, il y a de la formation. Alors, au début, c'est quand même un an et demi, hein, mais vous avez la formation pendant un an et demi. À la fin de la formation, vous êtes toujours en CDI, pas de souci.
C'est souvent des temps pleins, donc des 35 heures semaine, mais ça s'adapte en fonction de vos disponibilités. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut être honnête avec l'employeur sur ce que vous souhaitez ou pas, ce que vous pouvez ou pas en termes horaires. En fait, l'employeur, il s'adapte juste à ça. Donc, on a des contrats en alternance CDI ou CDD qui sont de 35 heures. J'en ai des 30 heures, j'en ai des 24 heures. Voilà. En revanche, vous n'aurez jamais un contrat en dessous de 24 heures. Un, parce que pour vous, pour vivre, ce n'est pas terrible. Et deux, parce que ce n'est pas intéressant pour l'employeur. L'employeur, il veut des gens qui puissent travailler. Et surtout, si vous intervenez chez une bénéficiaire, un usager, une personne âgée, il faut limiter le nombre de personnes qui vont chez eux. Donc, si vous ne pouvez pas faire toutes les interventions, ça peut être embêtant. Donc, on est au moins à 24 heures. Donc, voilà un petit peu pour les contrats. En termes de formation, il existe aussi ce qu'on appelle les POE. Donc, c'est des formations du lundi au vendredi, 35 heures par semaine. Vous ne signez pas encore de contrat de travail. Par contre, à la fin de la formation, vous avez un employeur qui vous attend. C'est-à-dire qu'à la fin de la formation, il vous signe un contrat. Et donc, la formation, que vous ayez ou pas de diplôme, vous pouvez travailler si, pendant la formation, vous avez fait vos preuves. Quel conseil, Julien, vous pourriez donner sur des personnes qui seraient intéressées voilà, comment s'y prendre et quels conseils vous donnez? Alors, ce que je constate au niveau des employeurs, ce qui bug souvent, c'est la présentation. Comment travailler la présentation avec vous, pourquoi pas, Lucie, avec la Maison de l'Emploi. Quand on vient, c'est catastrophique. Hein. On vient, on a des trucs à moitié dégueulasses. Là, j'ai une grosse tache de café. Sur mon CV, regardez, hier, j'ai reçu un CV où il y a écrit commerce. Ce CV-là, je ne vais pas l'appeler, moi, par exemple. Donc, on vient avec un CV propre, avec une feuille propre, avec une pochette propre, où il y a écrit service à la personne dessus, quoi. On vient comme ça montre qu'on s'est préparé à l'entretien. Et c'est pareil, en entretien, on se prépare sur quand est-ce que je peux travailler et quand est-ce que je ne peux pas travailler. Je peux travailler de telle heure à telle heure, le week-end sur deux, etc. Pour que l'employeur puisse se projeter avec vous. Moi, mon conseil, il est là. Que vous soyez débutant, pas débutant, on s'en fout. Que vous soyez formé, pas formé, on s'en fout. Vraiment, le conseil que je mets en place, c'est ça, c'est maîtriser ce que moi, en tant que personne, je peux donner dans le métier. C'est surtout ça, quoi. Faire aussi attention à les retours que me font souvent les employeurs, c'est quand j'arrive en entretien, je suis à la bourre. Quelqu'un qui arrive en retard à l'entretien, c'est quelqu'un qui n'est jamais retenu. Donc, on arrive 10 minutes à l'avance, on se pose, on coupe son téléphone portable. Ah oui, alors ça aussi important. Ça, le téléphone portable, on fait la guerre là-dessus, dans ce métier-là, et en formation aussi d'ailleurs. On ne reçoit pas, le téléphone ne sonne pas avec une sonnerie hyper forte de la dernière chanson à la mode. Non, ça non. Encore une fois, il faut que l'employeur vous fasse confiance, quoi. Donc si, pareil, quand vous arrivez, vous ne posez pas votre téléphone sur le bureau avec les écouteurs, quoi. Ça, moi, je l'ai eu hier soir, ça. Hier soir, une jeune est venue, elle m'a posé son téléphone avec des écouteurs sur le bureau, avec la musique qui tournait, quoi. Si elle le fait chez moi, elle le fera sur le terrain. Donc, mais moi, je ne veux pas qu'elle fasse sur le terrain, donc je ne la prends pas chez moi. Donc, moi, mon conseil, il est là, c'est de un peu préparer l'entretien, ne pas oublier que c'est un entretien d'embauche. Les employeurs du service à la personne sont très sympas, c'est vrai. Ils font du social, on est dans les métiers du social, mais ils veulent des gens professionnels. Et ça se montre dès l'entretien. Un autre conseil, c'est ne pas avoir peur de proposer un stage. De dire, écoutez, moi, je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas de diplôme, c'est vrai, mais je sais que ça me plaît, je sais que j'ai envie de faire ça. Moi, quand on me dit ça, je dis, ah bon, mais comment vous savez que ça vous plaît? Quand vous allez en boulangerie et que vous n'avez jamais mangé de chocolatine, comment vous savez que la chocolatine, elle vous plaît ou vous ne l'avez jamais goûtée? Eh bien, moi, la réponse que j'attends souvent, c'est, écoutez, proposez-moi un stage. Voilà. Et là, vous avez gagné. Hein. Si vous dites, oui, c'est vrai, je n'ai pas d'expérience, je connais peut-être pas bien le métier, mais proposez-moi un stage pour y aller. Alors là, vous avez bluffé l'employeur et vous êtes sûr qu'il vous proposera un stage et qu'il vous embauchera si le stage se passe bien. On a parlé avec les professionnels de l'immersion, des PMSMP qui peuvent être effectués dans les structures pour effectivement se faire une idée du métier et mieux cerner en fait s'il y a de l'intérêt pour le métier. Alors, et pas que ça, en fait. En effet, on se fait une idée du métier, etc. Mais on se fait une idée aussi du métier de là où je mets les pieds. Donc, pour Maki, nous, on travaille avec 85 employeurs différents. Donc, c'est-à-dire que j'ai 85 entreprises. Et bien, j'ai donc 85 types d'entreprises. Et une entreprise n'est pas la même qu'à côté. Et donc, pour vous, il est important que vous trouviez une entreprise où vous vous sentez bien. Si, par exemple, ça ne marche pas avec l'entreprise A, ce n'est pas que l'entreprise A n'est pas bien ou que vous n'êtes pas bien. C'est juste qu'entre vous deux, il n'y a pas eu le feeling, tout simplement. Par contre, l'entreprise B, mais ça se trouve, ça va bien fonctionner, quoi. Par exemple, entre Edomi, qui est une grosse association de 450 salariés, et
et général des services, où ils sont que 30, et bien peut-être que vous allez mieux vous sentir à Edomi parce qu'ils sont plus nombreux, ou justement vous cherchez un petit peu le contact et le cocon d'une petite boîte qui serait général des services. Donc vous voyez, c'est aussi ça mon conseil, c'est de ne pas prendre pour argent comptant ce que vous voyez, de ne pas construire de préjugés sur le métier d'une rencontre. Dans ce métier-là, vous allez forcément rencontrer des gens qui sont épuisés, vous allez forcément rencontrer des gens qui n'aiment pas leur métier. Il ne faut pas vous faire une idée vis-à-vis de ça, il faut vous faire votre propre idée. Quand je vais en boulangerie, quand je vais à Carrefour, c'est pareil, je rencontre des gens qui souffrent, qui ne sont pas contents d'être là. Je ne me dis pas pour autant que le métier de boulanger est pourri. Non, je dois me faire ma propre idée. Donc, c'est très important, ça. Donc, oui, il y a vraiment 15 000 possibilités. Je vois un peu le temps passer. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse répondre aux questions des participants. Je pense que là, les participants ont la possibilité de réactiver leur micro, de poser des questions qui les intéressent, soit par écrit via le chat, soit en réactivant vos micros, vous pouvez prendre la parole. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que des gens ont des questions? Dites-nous. On a une question. C'est l'association Mana. Voilà. Allez-y. Vas-y, Toria, pose ta question. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Toria. Et en fait, moi, je travaille, mais je ne travaille pas à temps plein. Et je cherche un travail qui est, comme on dit, un temps plein. Et comme j'ai un problème j'arrive pas à lire et écrire en français. Donc, pour trouver un travail, c'est très dur pour moi, c'est très difficile. J'ai fait un diplôme, j'ai fait la formation, j'ai reçu un diplôme. J'ai un diplôme professionnel, mais le problème, je n'arrive pas à trouver un travail. Et chaque fois que je cherche le travail, à cause que je n'arrive pas à lire et écrire, c'est un peu, ça bloque. Voilà. Donc, je trouve le travail de 2 heures, 3 heures, une fois par semaine. C'est pas assez pour moi. C'est un peu, ça bloque et ça m'énerve parce que j'aime bien travailler et je suis, comme on dit, motivée pour le travail. Je donne tout ce que j'ai pour le travail. Je suis arrivée depuis 2007. Je suis marocaine. Donc, je suis arrivée depuis 2007. Je fais des cours français parce que quand je suis arrivée en France, je n'arrivais même pas à parler, même pas le mot. Donc, c'était obligatoire pour faire des cours français. J'ai fait un peu des cours français. J'ai reçu le diplôme, mais c'est juste pour parler, pour discuter avec les gens. J'ai besoin de... Et aujourd'hui, vous êtes aide ménagère, c'est ça? Pardon? Vous êtes aide ménagère aujourd'hui, vous faites des ménages, etc., c'est ça? Oui, je fais des ménages et là maintenant je travaille beaucoup, je travaille à la mairie, je fais des bureaux, des ménages. Maintenant, je travaille centre de loisirs, je fais le repas, la plonge. Ah oui, c'est pas une aide ménagère ça, c'est une agent de restauration. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Ouais. Mais le problème, je travaille qu'une fois par semaine, donc c'est pas. Ouais, c'est court. Moi, je trouve ça. En fait, la question, c'était est-ce que je peux faire un stage pour voir Oui, le travail, et ma question, s'il vous plaît, je voudrais juste savoir est-ce que je peux faire un stage? Ah ben le stage, vous pouvez le faire, bien entendu. Oui, parce que je sais que, comme on dit, j'arrive pas à lire et écrire, mais au moins je vais faire un stage pour savoir, ça veut dire est-ce que je peux arriver ou non. Alors, moi, j'aurais 2 choses à vous dire. Alors, encore une fois, c'est le directeur du centre de formation qui va parler et le professionnel terrain, du coup. C'est vrai que moi, j'ai un peu cette ambivalence-là, je m'excuse. Le professionnel terrain vous dit, bienvenue. Si vous êtes sérieuse et que vous êtes fiable, c'est-à-dire que vous êtes ponctuel et que vous allez bosser, alors là, bienvenue. Que vous parliez français, marocain, tunisien, le sénégalais, j'en sais rien, bienvenue, on a besoin de vous. Donc, oui, le stage est tout à fait possible. Moi, je peux tout à fait vous caler un stage avec une structure pas très loin de chez vous. Là, vous êtes sur une activité d'aide ménager, donc on peut commencer là-dessus.
tenter un peu l'auxiliaire de vie pour convaincre l'employeur. Donc ça, c'est possible. Ensuite, côté centre de formation, je vous dirais, il faut maîtriser le français. Donc aujourd'hui, vous faites de la maîtrise de français, vous êtes en cours de français, est-ce que j'ai compris? Ça, il faut que vous le continuiez. C'est-à-dire que si les cours de français sont le lundi, par exemple, le temps plein ne sera pas possible parce que le lundi, vous serez en cours. Et vous devez continuer le français parce que pour vous, vous allez en avoir besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va, vous débrouillez bien, etc. Dans 10, 15, 20 ans, peut-être que vous allez avoir besoin du français et que là, il n'y aura pas l'association avec vous, il n'y aura personne pour vous aider. Donc, vous devez le maîtriser. Ça, c'est un objectif que vous devez avoir, vous devez continuer vos cours de français. Mais on peut tout à fait, pendant le français, travailler le projet d'aller sur du domicile. Ça, c'est tout à fait faisable. Encore une fois, la seule chose qu'il faudra que ça bloque, c'est vous. C'est-à-dire que si vous venez en entretien en retard ou mal habillé, c'est-à-dire vous venez avec des chaussures sales, des choses comme ça, ce sont que ces choses-là qui pourront bloquer. Moi, je vous invite à venir me rencontrer. Venez me voir à Formaki, on se prend un petit rendez-vous, on voit ce qu'on peut faire, on appelle une entreprise ou deux, on fait une petite PMSMP avec la maison de l'emploi, et hop, c'est parti, quoi. Comment on peut, les gens peuvent prendre contact avec Formaki, Julien? Alors, vous pouvez faire un mail à contact@formaki.fr. Moi, je préfère quand vous preniez rendez-vous avec nous, alors soit par mail ou soit en passant par votre référent emploi. Je pense à Opli, je pense aux associations comme l'association de tout à l'heure. C'était Mana, c'est ça? Ça, c'est Mana, oui. Voilà, Mana, je préfère. Alors pourquoi? Eh bien, parce que quand un professionnel nous appelle à nous, on se dit « Ah, c'est bien, c'est que la personne elle a déjà fait la démarche de rentrer dans une démarche active. » Moi, je ne parle pas d'aide et tout ça, d'assistanat, je ne parle pas du tout de tout ça. Moi, quelqu'un qui a l'intelligence de se faire aider dans des démarches comme ça, qui ne sont pas données à tout le monde. Hein, sincèrement. Moi, j'ai été demandeur d'emploi, c'est quand même un métier de chercher un emploi. Je trouve que c'est pertinent, quoi. Donc, ouais, on peut comme ça, soit par mail, soit en passant par les référents classiques. Pour Mana, si vous souhaitez qu'on se rencontre aussi, c'est avec plaisir, quoi. Enfin, on est open bar. On a une question via le chat de quelqu'un qui demande est-ce qu'il est possible pour une personne qui a travaillé 2 ans et demi dans le domaine et arrêté pendant quelques années, j'imagine, de valider une VAE? Alors, légalement, la VAE, l'expérience, quand elle est arrêtée, je crois qu'elle doit être dans les 5 ans. C'est-à-dire que si les 2 ans et demi sont dans les 5 ans, c'est bon. Maintenant, nous, on fait des VAE. Ce qu'on voit au niveau des jurys, quand la personne ne travaille plus dans le secteur, le jury il a tendance à dire à voir avec le projet. Donc, quand c'est un projet, par exemple, pour être aide-soignante ou éducatrice, des choses comme ça, et que le diplôme ADVF ou AES, qu'on vous présente après, je crois, permet en fait d'avoir une première marche d'escalier pour aller sur le diplôme, ça passera. Mais il faut ce projet-là. C'est-à-dire que ça doit rentrer soit dans un projet d'évolution ou soit d'emploi. Mais oui, légalement, vous pouvez tout à fait faire la VAE. Vous avez un compte CPF, il faut l'utiliser. Hein. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question avant de conclure cet atelier? Oui, on a une question, c'est encore l'association Mana. Alors, moi, je suis médiatrice à l'association Mana, je m'appelle Miral 1. Il nous est déjà arrivé d'accompagner des personnes ne parlant pas du tout le français et comme on est interprète à la fois, on a fait le lien avec certaines entreprises. En fait, quand il y avait des informations à donner au début, les gens passaient par nous et nous, on faisait le lien avec les personnes, mais les personnes travaillaient bien, donc il n'y avait rien à dire sur leur travail. Et est-ce qu'avec vous, c'est possible, ça aussi, dans un premier temps, parce qu'il y a des personnes qui ne parlent pas du tout français, qui sont anglophones ou arabo ou turcophones ou autres, est-ce que vous permettez qu'au début, on fasse le lien et après, les personnes, bien sûr, prennent des cours, se perfectionnent et après, ils sont autonomes, quoi. Alors, encore une fois, je vais vous donner 2 réponses. Alors, celle du centre de formation et celle du terrain. Alors, sur celle du terrain, c'est celle que je maîtrise le mieux. Sur celle du terrain, on ne peut pas. En fait, ce n'est pas légal. Dans l'aide à domicile, les gens interviennent dans des domiciles. Et en fait, moi, en tant qu'employeur, je n'ai pas le droit de divulguer des informations à un tiers concernant le travail de l'intervenante. Même si les clés sont là, enfin, même une connerie, le client, dans le cadre du domicile, le client ou le patient pourrait se retourner contre la salariée et donc contre l'employeur. Donc, sur le terrain,
Alors, il y en a qui le font, hein. Moi, je sais que je le faisais sur le terrain avec avec un petit loulou que j'avais pris en stage sur le jardinage. Mais c'est dangereux. Et je ne pense pas que les employeurs, aujourd'hui, dans le cadre du Covid et tout ça, prendront le risque. Donc, sur le terrain, ça va être compliqué. Donc, c'est-à-dire que la personne doit quand même maîtriser un minimum le français avant d'aller travailler. Côté centre de formation, moi, enfin, si, j'ai le RGPD et toutes ces conneries, mais moi, je m'en fous complètement. Donc, sur la formation, ça ne poserait pas de problème. Donc, si on est sur une première étape formation, puis après terrain, c'est-à-dire que sur la première étape formation, il faut qu'on s'assure que la personne soit suffisamment armée pour comprendre ce que lui demandera l'employeur après. Nous, on a des projets, là, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, on a formé un groupe de migrants avec un autre centre de formation sur une partie français, langue d'intégration, etc., puis sur le titre pro d'assistant de vie aux familles. Bon, l'expérience n'est pas heureuse, mais ce n'est pas la faute des participants, c'est la faute des centres de formation. Donc, ça veut dire que moi, c'est un public que j'ai envie d'aller chercher parce que les employeurs me le demandent. C'est-à-dire que les employeurs me disent « Julien, on a des migrants en France qui veulent travailler, il faut les prendre chez nous. » Donc, moi, je serai à l'écoute pour qu'on puisse se rencontrer, pour qu'on puisse créer un peu un projet à la carte où on pourrait en effet leur mettre du français à 100%, à fond, etc. Et ensuite, la formation avec emploi derrière. Pendant d'ailleurs. Si vous, de votre côté, côté de l'association, le SAP est un secteur d'emploi qui intéresse vos participants, je vous invite à revenir vers moi. Et pourquoi pas avec la Maison de l'Emploi aussi, ça peut être intéressant qu'on en discute. Oui, on peut faire une mise en relation et réfléchir à ces questions-là qui sont des questions importantes. Ouais. Les opportunités d'emploi dans le secteur du service à la personne sont importantes et correspondent aussi à des envies, à des parcours pour des personnes. Là, sur le groupe que j'ai, par exemple, alors je dis migrants, mais c'est pas bien, hein, sur l'action SAP, il y a un jeune qui s'appelle Nourdine. Nourdine, il est très bien, en fait. C'est un ancien kiné au pays. Et en France, mais alors il parle pas très bien français. Mais par contre, sur le terrain, c'est une terreur, le mec. Il nous fait un boulot de monstre. Et lui, il signe un contrat pro à la fin de sa formation. Malheureusement, je pense pas qu'il ait le diplôme à cause de la langue. Mais il signe avec moi et son employeur de stage. Il va signer un contrat pro d'auxiliaire de vie. Et moi, je vais le mettre du coup sur les mardis de la communication pour qu'il maîtrise mieux le français. D'accord. Donc, vous voyez, on est hyper à l'écoute. Il va falloir qu'on conclue cet atelier. On va pouvoir peut-être les micros si ça ne vous dérange pas. Je voulais remercier chaleureusement Julien Castan de Formaki là, pour son intervention. Merci beaucoup pour la clarté de l'intervention et pour les réponses aux questions qui étaient très pertinentes. Je pense que tous les participants ont une vision un peu plus claire de ce que peut être la formation ADVF et puis aussi des enjeux autour de ça et des choses à valider avant de rentrer en formation. Ça me semble important. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on reste connecté pour les participants que ça intéresse et on va attendre de nouvelles connexions. Pour l'intervention de Madame Brulfer de l'IFAS de Bordeaux-Nord sur la formation d'aide-soignants. Donc, Julien, merci beaucoup. À bientôt. Si vous voulez rester pour écouter votre concert, et sinon Non, moi j'aime pas les aides-soignants. J'ai été hospitalisée, j'ai une très mauvaise expérience. Non, je vais vous laisser travailler parce que elle a beaucoup de choses à dire aussi. C'est un très beau métier. Alors rappelez-vous, moi je vous ai parlé de la branche de l'accompagnement. Elle va vous parler de la branche du soin. En tout cas, merci beaucoup. Bon courage pour la suite et bienvenue à toutes les bonnes volontés dans le métier. Merci Julien. Au revoir.